Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de logiciels opérationnels et de documentation. Alors le titre de notre talk, il est inspiré d'un des principes du manifeste agile, à savoir un logiciel opérationnel plus qu'une documentation exhaustive. Alors le plus que, souvent, il est interprété à la place d'eux. Nous, c'est pas comme ça qu'on le voit. C'est si on peut avoir les deux, et ben, tant mieux. Du coup, on en arrive à parler d'un des principes du manifeste Craft, qui est pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Et, et ce qui est primordial pour nous, c'est vraiment d'avoir des logiciels bien conçus. Et on va voir comment on va pouvoir mettre ça en pratique. Alors, le constat qu'on a fait, c'est qu'après des années de développement, là, on a un premier projet. Alors, c'est des métriques qui sont montées de Sonar, qui est un analyseur statique de code. Je pense que vous connaissez tous. Et on se retrouve avec, sur le premier projet, au bout de 12 ans de développement, des centaines de milliers de lignes de code, avec une couverture de code à 68%, qui est honorable, mais on ne sait pas trop si on peut vraiment se baser là-dessus et faire confiance. On a des dizaines de milliers de codes smells, pas mal de bugs, des vulnérabilités, du code dupliqué. Donc quelque chose qui est pas forcément top. Et un exemple au niveau d'un deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, donc là c'est du web. J'ai travaillé pendant près de 10 ans là-dessus. Là c'est pareil au niveau des indicateurs, je vous laisse juger si ça vous paraît pertinent par rapport à vos critères. Il y a quelques éléments concernant la duplication, il y a des choses à faire. Mais derrière ces indicateurs-là, il y a plus de choses qui sont importantes pour nous. Et pourtant, en fait, ces deux projets, malgré des indicateurs qui sont plus ou moins satisfaisants, eh ben, on a rencontré pas mal de problématiques qu'on va voir juste maintenant. Donc le premier point, c'est difficilement maintenable. On se rend compte qu'on a des refactorisations ou des migrations techniques qui n'ont pas été faites en temps et en heure. On a préféré prioriser les nouvelles fonctionnalités. Donc on était un peu toujours dans le cycle de délivrer. Et finalement, on n'a pas géré correctement notre dette technique. Donc on a laissé un petit peu passer le temps. Et à la partie qu'on a vue juste avant avec la couverture de code, comme vous avez vu, on était autour de 70%. Peut-être que ça paraît acceptable pour beaucoup de personnes. Finalement, quand on regarde bien, en fait, on a eu des tests unitaires qui ont été faits, mais en fait, ils ont été vraiment faits pour dire d'atteindre idéalement 100% de couverture de code. Quand on regarde bien, en fait, les tests, ils ne sont pas forcément des fois pertinents. Et quand on doit gérer ces tests, on n'arrive pas forcément à faire le lien des fois avec le besoin fonctionnel initial. Et on se rend compte que finalement, le code de test est aussi du code à maintenir comme tout autre code. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a parfois, même sur des projets qu'on a repris, du code qu'on ne comprend même plus. Donc souvent, on est réticent à faire des modifications là-dessus. On a tendance plutôt à être passif parce qu'on a peur, surtout quand l'application est en production, d'impacter le business, d'impacter les utilisateurs. Donc on a tendance plutôt à freiner que vouloir délivrer de nouvelles choses. Alors on a vu que c'était pas maintenable et du coup c'est peu évolutif parce qu'on a développé des milliers d'user stories. On a des fonctionnalités qui sont non utilisées, on mesure pas les usages, donc on ne sait même pas qu'elles sont pas utilisées. On a des dépendances qui sont obsolètes parce qu'on les a pas mis à jour, parce qu'il fallait toujours délivrer. Ces dépendances qui sont obsolètes, ça entraîne des failles de sécurité parce que ça n'a pas été mis à jour. Parfois c'est plus maintenu et parfois c'est beaucoup trop coûteux aussi de les mettre à jour. Parce que c'est trop coûteux parce qu'il y a eu plusieurs versions majeures et du coup c'est compliqué à migrer. Et enfin on a aussi une architecture qui est devenue trop complexe parce qu'après des années il y a eu plusieurs tech leads qui sont passés sur le projet, chacun a voulu y mettre sa patte et puis on n'a finalement jamais été au bout des refactos, ce qui entraîne plusieurs modèles d'architecture et qui sont complexes pour faire évoluer. On a également une perte de connaissances parce qu'il y a un turnover important. L'équipe, elle n'est pas très motivée pour travailler dessus. Le produit, il est plus maîtrisé parce que le PO aussi a changé plusieurs fois et on se retrouve à faire beaucoup de rétro-ingénierie pour essayer de comprendre comment fonctionnent les features et comprendre ce que fait le code.
Et ensuite, au final, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, on a des délais qui sont toujours plus longs. Vous avez l'illustration là à l'écran en fait. Finalement, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui est demandée par les utilisateurs, ils ont un peu du mal à comprendre pourquoi ça prend autant de temps. Et en fait, c'est souvent lié à la dette. On a des livraisons en urgence qui sont régulièrement réalisées. Donc souvent, on corrige dans l'urgence pour dire corriger très rapidement en production. Et le comble un petit peu dans ça, c'est qu'on organise des fois des réunions pour savoir comment on peut être meilleur, alors qu'au final, c'est des fois des conséquences de développement qui ont été faits il y a des années, et on essaye de régler ça en 1 heure en disant, allez, en 1 heure, on essaye d'être meilleur, alors qu'au final, c'est quasiment impossible. Et souvent, la tendance qu'on a vue, c'est qu'on a tendance à dire, on va rajouter du process, on va retester plus, etc. On rajoute notamment des tests manuels, on rajoute de la qualification, donc ça va être long, donc il va falloir finalement attendre des mois avant d'avoir une nouvelle fonctionnalité, qui, comme on l'a vu, ça provoque l'incompréhension des utilisateurs. Au final, même parfois, lorsqu'on fait des livraisons qui sont importantes, on va fêter ça, on va se féliciter que tout se passe bien, alors comme si c'était un défi, alors que finalement, ça devrait être un non-événement. Au final, on devrait livrer régulièrement et voilà, ça devrait être quelque chose de quotidien standard. Et enfin, pour couronner le tout, on n'a pas de documentation. Donc, je pense que vous avez déjà été confronté à ça. Vous arrivez sur un projet, on vous dit, voilà, il y a le projet et de la doc. Ah non, on n'en a plus. Ou alors peut-être, regarde ce qui a été fait il y a quelques années et en fait, on n'arrive plus à retrouver. Donc, nous, c'est arrivé des fois qu'on change de système de stockage. On a perdu les docs en même temps. Et c'est quelque chose qui est difficile pour les gens qui arrivent sur le projet. Pierre en parlait avec la motivation. Ou alors, quand on en a, c'est des fois pas à jour. Justement, nous, par rapport à nos méthodes de travail, si on regarde ce qu'on faisait, par exemple, auparavant, on était plutôt en cycle en V, on avait des cahiers des charges. Je pense que ça, c'est toujours le cas pour certaines personnes. Donc, l'avantage, c'est qu'on avait une documentation au moins qui décrivait au début ce que faisait le projet. Après, est-ce que l'application fait réellement ce qui était dans le cahier des charges? C'est une autre question. Et en Scrum, on a des user stories. Et en fait, beaucoup de gens pensent que les user c'est limite la documentation en disant cherche dans les user stories ce qui a été spécifié. Ce qui est compliqué, c'est qu'au final, c'est vraiment un besoin à un instant T et qu'au final, on ne peut pas considérer ça quand on cherche, ça devient vite de la fouille archéologique pour savoir ce qui a été fait. Et on peut toujours se poser la question, qui a raison? Est-ce que c'est la user story? Est-ce que c'est l'application? Voilà, donc c'est compliqué. Et on a déjà vu aussi des initiatives qui consistaient à avoir une documentation produit, comme je l'ai dit auparavant. Donc souvent, quand on commence un projet, on part avec plein de bonnes intentions, donc les gens font de la doc, tout ça, et au fur et à mesure des sprints, ça s'oublie. Idéalement, il faudrait qu'à chaque sprint, il y ait quelqu'un qui mette à jour avec les nouvelles règles. Alors, je ne vous dis pas pour quelqu'un, ça devient fastidieux de tirer un sujet à chaque sprint là-dessus. Donc, dans les faits, on se rend compte que c'est quasiment souvent abandonné, ou en tout cas, c'est très difficile d'avoir quelque chose à jour. Alors, qui sommes-nous? Moi, je suis Pierre Echigu, je suis tech lead mobile chez AXA. J'apprécie tout ce qui touche à la qualité et l'archi logicielle. J'anime notamment des formations autour de Clean Code et j'ai également un intérêt pour tout ce qui touche à la sécurité, les pentests des applications mobiles. Et donc, de mon côté, Vincent Verdière, donc j'ai travaillé avec Pierre pendant près d'1 an et demi sur le projet qu'on va vous présenter juste après. Donc, je travaillais de mon côté Android en tant que software engineer. Donc, j'ai fait ça pratiquement pendant 15 ans et sur du web auparavant. Et récemment, j'ai rejoint Decathlon en tant que security engineer. Changement de périmètre. Alors, quelle solution? Avant, on va vous présenter un peu le contexte. Donc là, on est parti de l'application Mon AXA. L'application Mon AXA qui est l'application mobile pour les clients qui permet de gérer leur espace client sur mobile. C'est un projet qui est développé sur les 2 stacks Android iOS. Et on était 6 développeurs au tout début du projet et en quelques mois, on est passé à 20 développeurs. Et du coup, ça fait une très grosse équipe. Et sans pratique et sans mise en place de qualité, ça peut être un vrai problème.
Alors, ça va pas être le sujet de notre talk, mais juste en préambule, on voulait juste faire un petit rappel là-dessus. C'est simplement que de notre côté, par rapport à notamment la notion de cahier des charges qu'on a vu juste avant, euh, on met en place certaines pratiques, notamment nous, ce qu'on appelle l'event modeling. Dans l'idée, ça va être simplement de travailler de façon itérative. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous cette illustration avec la Joconde. Mais dans l'idée, c'est vraiment de faire un focus dans le découpage sur ce qui a de plus de valeur et pas de travailler par découpage brut. Et dans l'idée, en fait, c'est essayer, en fait, avec la première user story, de délivrer 80% de la valeur avec 20% du temps, donner vraiment du feedback rapidement aux utilisateurs. Et, euh, et donc voilà, et on voulait simplement mettre ce slide simplement parce que généralement, nous, on a eu des cas aussi, je ne sais pas si vous êtes confrontés à ça, mais c'est fréquent qu'en fait, on nous fournisse directement une maquette qui finalement, en vue agilité, ça correspond à la solution ultime finale qu'on souhaiterait, alors que finalement, peut-être que pour les développeurs, on souhaiterait travailler plutôt de façon itérative et essayer de délivrer rapidement de la valeur au lieu de faire une partie qui est potentiellement pas livrable après un sprint. Donc, c'est là l'idée qu'on voulait faire passer. Alors, un des ateliers qu'on pratique, c'est les 3 amicos. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de partager la description fonctionnelle d'une user story. On se réunit du coup à 3 protagonistes, le développeur, le product owner et le testeur. Et l'objectif, c'est que le PO présente fonctionnellement le besoin de l'US en utilisant le langage métier. Le langage métier, c'est quelque chose de super important de le partager et que tout le monde le comprenne et que tout le monde soit d'accord, parce que on doit pouvoir comprendre tous le besoin. L'output de l'atelier, ça va être des scénarios, des exemples qu'on va pouvoir automatiser, qui seront écrits au format Gherkin, et également des jeux de données, des cas de test et les personas utilisés. Alors, pendant cet atelier, on réalise un exemple mapping. L'objectif, c'est du coup de définir des règles à partir des exemples qui vont être définis. Et l'objectif, c'est de réfléchir ensemble avec le dev, le testeur et le PO et de co-construire l'US. Et c'est pour ça qu'elle arrive en général. L'US arrive vide en séance et c'est vraiment une co-construction qu'on réalise ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément clair, où des fois, là, j'ai des cas où le développeur va exiger d'avoir limite un mini cahier des charges en entrée, en disant si j'ai pas tous les éléments, je développe pas. Là, on a vraiment vraiment, comme disait Pierre, de partir quelque chose de pratiquement vierge. Il vient juste avec son besoin et on construit la solution. Faut pas que le product owner construise pour nous la solution, sinon c'est fermé, il n'y a pas de dialogue et il nous dit on est juste exécutant et on veut pas cette logique-là. Donc au niveau, comme disait Pierre, par rapport à l'example mapping, on va s'appuyer notamment sur des personas. Donc ça va être simplement par rapport à notre projet, on va en fait représenter nos utilisateurs. Donc on va essayer de décrire par rapport à notre population cible. Donc là, on peut avoir des exemples sur sa culture digitale. Donc par exemple, chez AXA, on doit gérer différentes populations qui n'ont pas forcément les derniers outils digitaux. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est par exemple là, notre exemple de Jean, c'est que on va avoir des critères sur nos utilisateurs de manière générale. Par exemple, qu'il n'a pas beaucoup de patience, qu'il va avoir les réponses rapidement. Et ça va être des éléments en fait qui vont permettre notamment aux product owners de cibler rapidement les besoins qui vont être livrés très rapidement. Et c'est des choses qui vont permettre notamment de gérer ce qu'on a vu juste avant avec la business value. Alors, du coup, on a pris pour notre exemple des US assez simples. Donc, afficher les opérations d'un contrat d'assurance vie. Et à droite, vous avez juste un exemple. Ça existait déjà sur la partie web. Donc, actuellement, c'est comme ça que c'était fait. Donc, il fallait faire la même chose sur la partie mobile. Donc, comme vous le voyez, je pense que vous pouvez être tous concernés. Par exemple, avoir une assurance vie. Et puis, lorsqu'on voit le détail de mon contrat,
je peux visualiser toutes les opérations. Donc ça peut être des versements qui sont d'un certain montant avec un état donné. Donc c'est ça qu'on va vous montrer concrètement juste après. Alors donc on va vous montrer concrètement comment on travaille en example mapping et après avec le code associé sur un petit exemple. En fait, on utilise l'outil Draft.io, donc il y a plein d'outils de ce type-là, en fait, surtout qu'on est sur des équipes qui ne sont pas localisées au même endroit. Et voilà, donc c'est un outil qui est assez intéressant pour travailler à distance. Donc là, on va vous montrer comment on travaille concrètement en 3A. Donc pour cet exemple, je vais jouer le rôle de développeur, mais j'aurais pu jouer le rôle d'un testeur ou de n'importe quelle autre personne dans les 3A. Et Pierre va jouer le rôle de product owner qui va me spécifier son besoin. Au final, Pierre, là, pour la première US, afficher les opérations dans le détail contrat. Donc là, tout en haut, on a les exemples de données brutes qui nous sont renvoyées, par exemple, par une API qu'on va utiliser et qu'on va afficher dans notre app. Et Tu peux peut-être zoomer un peu, Vincent? c'est bon. Ouais. Donc voilà. Alors, Donc au final, je voudrais savoir qu'est-ce que tu souhaites comme besoin pour notre cas. Alors, la première chose que je voudrais, moi, c'est afficher le libellé des opérations. Ok. Donc là, j'utilise le format en tant que quand. Alors c'est vrai que de notre côté, on code en français, ce qui n'est pas super fréquent, mais on utilise le langage souvent de notre métier. En l'occurrence, notre métier est français, donc on utilise le français en l'occurrence, même pour le code qui paraît souvent surprenant à l'extérieur. Donc là, je vais dire quand j'affiche mon contrat, là, je vais prendre juste ça. Et hop. Et là, je vais marquer, alors je visualise. Et donc là, par rapport aux données, Par rapport aux données, et sur ce jeu de données, la première opération, je voudrais voir versement comme libellé. donc là, on s'est directement appuyé sur les données que vous voyez en haut. Donc c'est tout simple, en fait, là, c'est basique. Sur la première US, on est vraiment affiché juste les données. Donc ça apporte du concret pour mon utilisateur. On verra après pour les autres US pour aller retravailler plus en détail là-dessus. Donc là, il n'y a pas de formatage, on laisse directement comme ça. Et du coup, pour la deuxième opération, le libellé que je vais visualiser, ce sera retrait, qui correspond du coup à la deuxième opération. Donc là, on a pris deux exemples. Voilà, c'est hyper simple. Ça va permettre, à partir des exemples, comme on l'a dit, de déterminer la règle. Donc au final, là, on a juste un affichage basique du libellé de l'opération. J'ai fait une faute, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est très simple. De ce fait-là, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu souhaiterais afficher au niveau de l'écran? Alors oui, j'aimerais pouvoir afficher le montant de ces opérations. Et du coup, pour la première opération, le montant, il est de 200 €. Est-ce que je laisse sur ce format-là, l'API renvoie 200 heures? Est-ce qu'on Alors, comme ça? Dans cette US, on va être beaucoup plus simple. Et puis, on aura une autre US où on viendra gérer le formatage. Alors ça, c'est un objectif aussi, c'est d'avoir des US très courtes pour avoir un feedback rapide. Et ce qu'on se fixe, on a un étalon qui a l'étalon chez nous, c'est juste un appel API et affichage de la donnée. Et ça permet de pouvoir estimer nos cartes très facilement. Ok, je suis bon pour le montant. Est-ce que tu as d'autres informations que tu souhaites afficher, mis à part ces deux choses? Oui, j'aimerais pouvoir afficher également la date de l'opération et son statut également. Et donc les statuts, on peut en avoir 3.
qui sont en attente, effectuées et en cours. Et c'est pareil, on reviendra sur le formatage et l'affichage. T'as un peu avancé, Vincent. Le dernier, c'est en cours. Ok. Alors, on a défini nos différents exemples, nos différentes règles. Un des objectifs aussi, c'est de ne pas avoir plus de 5 règles dans une IS. Sinon, on doit la redécouper parce qu'elle va être trop importante et on va passer beaucoup trop de temps dessus. Donc là, sur ce petit exemple-là, on a vu qu'en séance, là, en peu de temps, là, on est sur vraiment quelque chose de très basique, hein, de l'affichage, donc c'est pas très compliqué. On ne voulait pas compliquer les choses, mais voilà, on a réussi à obtenir ça. Et ça donne directement, comme a dit Pierre tout à l'heure, les outputs pour la suite. C'est-à-dire que le développeur, il suffit qu'il respecte ses critères d'acceptance pour que les CDF soient OK. Et en haut, en bleu, en fait, finalement, on a tout ce qu'il va faire. Donc là, au final, il a toute la partie prendre les données de l'API et les afficher dans l'écran. Uniquement ça pour que l'US, elle soit OK. Un sujet qui est important en exemple piping, c'est également que tout le monde soit d'accord et de poser les questions s'il y en a. Vincent, tu n'as pas des questions? C'est le bon jeu d'acteur. Pas préparé du tout. En effet, on pourrait éventuellement se dire, là, j'ai des statuts, j'ai 3 statuts. Qu'est-ce qui se passe si l'API me renvoie, par exemple, le nul? Eh ben, là, en l'occurrence, sur cette US, on ne va pas le gérer, on va le gérer ailleurs. Mais en effet, si on reçoit un statut qui est nul, je pense qu'on n'affichera pas l'opération parce que ça n'a pas de sens de ne pas voir, ou s'il y a des... On parle du statut, mais c'est pareil sur le libellé de l'opération, si on ne sait pas de quoi ça parle. Donc ça, c'est des sujets qu'on verra dans une autre US. Et on risquerait de dépasser le nombre de règles, donc c'est bien de limiter, parce que finalement, sur un petit besoin, on peut partir vite sur plein de nouveaux besoins, et si, finalement, l'atelier dure très longtemps. Là, le but, c'est que finalement, le développeur, sur ce genre de besoin, en 1 ou 2 jours, c'est terminé, c'est disponible directement en recette. Donc, c'est vraiment avoir des petits incréments et tout de suite avoir quelque chose de délivré en peu de temps. Et ça, les utilisateurs apprécient parce qu'ils ont très rapidement du concret. Et le PO n'a pas forcément la réponse aux questions, donc ça peut faire l'objectif d'autres US derrière. Alors, à partir de ces exemples, on va écrire des scénarios au langage Gherkin. Donc là, c'est les exemples de scénarios qu'on a à partir des exemples qu'on a fait. Alors, nous, on a fait le choix de les écrire en français. On a cette possibilité-là en Gherkin. Et du coup, on a 4 scénarios par rapport à nos 4 règles. Et dans les 2 derniers scénarios, on va donner Donc, c'est un plan de scénario parce qu'on aura plusieurs exemples avec des résultats différents. Et ces scénarios, on va les automatiser. On va avoir des tests de comportement derrière. Et comme vous pouvez le constater, vous découvrez le projet aujourd'hui. Et finalement, si je vous donne ça, je pense que vous comprenez très facilement le sujet. Voilà, c'est aussi facile, c'est accessible pour les nouveaux développeurs. Donc là, on va vous présenter maintenant vraiment du live coding. Donc pour cela, on va vous présenter les 2 autres US qu'on va développer entièrement. Donc au final, ce qu'on va vous montrer là, ça va être la 2e US qui va finalement, le but c'est d'afficher uniquement 4 premières opérations. Comme on a vu par rapport à mon persona, il souhaite avoir des informations rapidement. Donc dès son détail contrat, on va vouloir lui afficher les dernières opérations pour répondre à cette problématique-là, pour lui apporter de la valeur, pour qu'il sache derrière quelles sont les dernières opérations qui sont arrivées. Et donc pour cela, on a 2 exemples. Donc on a le premier contrat où finalement vous imaginez que l'API vous renvoie par exemple, on va dire une pagination de 10 éléments. Et je souhaite simplement visualiser 4 opérations.
Et sur le deuxième exemple, un exemple plus particulier, on n'a que 3 opérations en tout. Donc l'API nous en renvoie que 3. Donc là, on affiche les 3 qu'on obtient. À partir de ces 2 exemples-là, bah voilà, je considère que la règle, ça va être filtré pour en avoir que 4. Donc là, on aurait pu un peu plus spécifier au niveau de la règle, mais dans l'idée, ce que va faire le développeur, ça va être simplement prendre les 4 dernières. Sur l'exemple du bas, là, on est sur l'US qui est un petit peu plus du design. On disait tout à l'heure qu'on allait travailler plutôt à la fin, même si des fois, les utilisateurs peuvent être frustrés de voir des choses assez pas formatées ou pas nickel d'un point de vue design. Là, on va avoir du formatage. Donc, ce que nous a demandé le métier, ça va être rajouter des majuscules au nom. Donc là, on a plusieurs exemples. On a le cas en bas où on a dit participation au bénéfice. Tu as 3 mots. Comment tu gères les majuscules. Donc voilà, donc pareil pour avoir plein d'exemples et pour bien comprendre quelles règles il faut appliquer. Là, en l'occurrence, mettre une majuscule à chaque mot. Donc là, on a un peu simplifié l'exemple. Le formatage du montant, donc Pierre souhaitait tout à l'heure avoir le symbole euro, ce qui paraît assez cohérent. Aussi, un espace pour les milliers, lorsqu'on a des montants très importants pour distinguer bien les montants. Donc là, c'est pareil, à partir de 2 exemples, on va traiter le formatage. Et enfin, on a le dernier point. Tout à l'heure, on mettait juste un libellé en attente. Ça lui donne une information tout de suite. Par contre, on souhaiterait une pastille de couleur qui soit un petit peu plus sympa visuellement. Donc là, c'est la 3e UUS qui est plutôt du formatage. Donc là, on va vous montrer comment on travaille notamment sur la 2e US, l'affichage des 4 premières opérations. Donc là, on va travailler directement quasiment avec ce qu'on a obtenu de l'example mapping du 3A. Donc, au final, là, on travaille vraiment en logique BDD. Je ne sais pas dans la salle, pour les développeurs, développeuses, qu'est-ce qui fait du BDD? Qu'est-ce qui a déjà tenté de faire du BDD? Donc là, on va vous montrer comment on fait. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà de l'existant. Donc là, on a des phrases derrière où on a le code correspondant et la logique. Bon, Pierre, je te laisse expliquer la logique de BDD, DDD. Donc là, c'est des fichiers features où on va décrire notre fonctionnalité. Donc ça se matérialise par des phrases, donc given, when, then. Comme je disais tout à l'heure, là on utilise en français, donc étant donné que, quand, alors. Et ces phrases derrière, on va avoir un mapping qui va être fait avec ces phrases, elles vont être parsées. On va récupérer les données qui sont dedans. Alors ça utilise des regex. Et derrière, on va pouvoir du coup lancer les tests. Nous, les tests, on ne teste pas l'UI, parce que l'UI, on la considère instable. Et puis, on considère que ça n'a pas de value. Et par le passé, on l'a fait. Et c'était des tests qui étaient très coûteux à être exécutés. Et quand on se retrouve avec plusieurs milliers de tests, et ça mettait des heures, presque même des dizaines d'heures à s'exécuter, ce qui est pas possible, surtout quand derrière les tests ils crashent ou qu'il y a une erreur. C'est pas quelque chose qu'on souhaite faire aujourd'hui. Donc on teste à partir de l'action de l'utilisateur, donc du view model, et puis on va moquer tous les appels API, tous les appels sortants. Donc c'est des tests un peu opportunistes et sur un comportement donné. Donc là, au final, j'ai fait exactement ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Donc là, j'ai réutilisé des phrases qui existaient déjà. Je me suis authentifié comme Jean. C'est des choses qui existaient déjà dans des devs précédents. Que j'ai pu réutiliser les phrases et j'ai simplement dû rajouter le « alors ». Et donc, dans l'idée, on retrouve bien les 2 exemples avec mon cas avec un contrat qui a 10 opérations et un contrat qui a 3 opérations. Donc, d'un côté, j'en ai 10, j'en veux que 4. Et de l'autre côté, j'en ai 3. C'est un cas spécial, j'en ai 3. Donc ça va être directement notre input pour le développement. Alors ensuite, la première chose qu'on a à faire, c'est mapper notre scénario. Donc là, en l'occurrence, c'est l'affichage des 4 dernières opérations. Je prends juste le nom du scénario. Je vais pouvoir l'exécuter, le mettre ici pour le lancer. Alors, je fais ça pour le second. J'ai changé juste le nom du test.
Hop, et je vais pouvoir utiliser du coup toutes, toutes les phrases qui existent. Il va manquer la dernière qui est je visualise les 4 opérations. Et donc je vais rajouter cette step-là qui me manque actuellement. Donc là, on va ajouter le paramètre qui est dynamique, où la phrase finalement, elle prend en paramètre toujours un élément qui va être dynamique pour que ma phrase, elle soit générique. Ici, vous faites ça au nombre. Alors ici, j'ai juste besoin de vérifier. Donc, je récupère mon vieux modèle, puisque c'est ça qu'on teste. Si je le récupère pas, du coup, je vais fail mon test. Normalement, ça devrait pas arriver, mais c'est ça jamais. Et après, la seule chose que je vais devoir vérifier, c'est que dans mon vieux modèle, eh bien, j'ai bien le nombre d'opérations attendues. Et là, on vous montre un exemple côté iOS. Sachez que côté Android, c'est exactement la même logique. Finalement, c'est juste les outils qui changent, mais globalement, c'est exactement le même procédé. Alors, du coup, je lance mon test. Évidemment, le test, il fail. Alors, j'ai un problème dans l'application. Ah oui, il manque le else. Alors là, j'ai encore rien développé, j'ai juste ajouté la dernière ligne que je parse. Donc forcément, je vais pas il devrait fail. Donc ça, c'est ce que je voulais. On est vraiment dans une logique que nous, quand on fait du BDD, c'est aussi de faire du TDD et du coup d'itérer. Attends, tiens. Donc là, comme disait Pierre, on va d'abord s'assurer que le test fail au début puisqu'on n'a pas développé. Ensuite, on passe au développement. Normalement, les tests, si on a bien fait, donc là, normalement, on est dans une logique de faire au minimum ce qui est nécessaire pour que le test passe au vert. Et ensuite, on peut entamer des étapes de refacto si nécessaire. Donc là, Là, l'objectif, du coup, c'est juste de récupérer les 4 premiers éléments. Donc, ce qui est assez simple. J'ai juste fait un préfixe pour les récupérer. Et en principe, du coup, mon test maintenant devrait passer. Là, on était vraiment dans un exemple simple où on voulait afficher juste les 4 dernières opérations, sachant qu'elles sont déjà triées par l'API. Donc c'était pas compliqué. Et du coup, pour les 3 dernières opérations, ça va marcher de la même façon. Ça a été fait en même temps. Là, on est sur quelque chose de très simple. L'avantage, c'est que là, les tests ont été développés, ce qui fait que par la suite, si en fait on vient rajouter des nouvelles, rajouter du tri, rajouter d'autres fonctionnalités, on a toujours ces tests-là qui vérifient qu'on a bien filtré. Donc au final, en cas de souci, supposons qu'on fasse une régression, on supprime une ligne, etc., en fait, on va tout de suite voir le test qui fail et avoir une idée de ce qui était demandé, quelle était la règle métier derrière. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais derrière, du coup, on va moquer l'appel API et on va renvoyer, du coup, des données qui sont statiques en fonction des paramètres d'entrée qu'on passe. Donc, on moque vraiment les appels. On ne va pas avoir le temps de faire l'exemple suivant. Mais du coup, on va montrer, voilà, donc à partir de ces scénarios, on va générer une documentation huante. Donc pour ça, on utilise SpecFlow Living Doc,
Et on a une tâche dans notre intégration continue qui va pouvoir la générer à chaque fois qu'on lance une pull request. Et ensuite, on va venir pousser ça. Donc, on récupère un site web statique et on va pousser ça sur un serveur. Et cette documentation, elle sera disponible à toute l'équipe projet, toute l'équipe produit. Tout le monde pourra la consulter et voir toutes les règles de l'application. Et sur ce projet-là, comme on a commencé dès le début, et ben, on a l'exhaustivité des règles qui ont été implémentées. Donc là, vous avez l'exemple d'une live doc qui a été reprise directement, comme disait Pierre, à partir des fichiers features. Donc là, par rapport à l'exemple qu'on a mis, on va pouvoir tout simplement rechercher. Donc supposons je veux une information que je ne connais pas, je veux savoir comment sont gérées les opérations qu'on vient juste de faire. Donc là, en l'occurrence, tous les mots-clés sont remontés. Et en cherchant, je peux au final, normalement, voilà, je retrouve ici... Enfin, on voit mieux. Voilà, je retrouve ici en fait ma doc. Donc elle est présentée de cette façon-là. Donc ça permet finalement à n'importe qui du projet, lorsqu'on souhaite consulter une règle qui existe. Et ça, on sait que ça passe au vert à chaque dans la CI. Donc à chaque exécution, on sait que c'est réalisé en interne et de façon automatique à chaque fois qu'on livre. Donc voilà, ça permet d'avoir ce type de doc-là complète. On reviendra par la suite, mais au final, quand on regarde le nombre de règles qu'on a développées, c'est quelque chose qui aurait été à la main, qui aurait été assez fastidieux. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, un des avantages, c'est qu'on est orienté sur le besoin exprimé par le métier. On se contente vraiment du minimum et de faire exactement ce qui est demandé. Donc, on reste dans la philosophie KISS de rester au plus simple. Ce n'est pas quelque chose de facile. On va éviter l'over-engineering et de prévoir au cas où les futurs besoins. Et on part toujours du principe que l'US qu'on tire, ça peut être la dernière et que du coup, il faut qu'elle soit ready to prod. On a également une architecture qui est simple et évolutive, qui est modulaire, et ça facilite aussi les choses. On veut pas tendre, on veut tendre vers de la clean archi, on n'y est pas forcément. Et ça, c'est des choix qui ont été faits, et si ça vous intéresse, on pourra en discuter après. Et surtout, le logiciel, il fait ce qu'on a demandé de faire, et surtout, il décrit ce qu'il fait. Alors pareil, on a une cohérence entre les deux stacks, parce qu'à partir du même besoin exprimé sur chaque techno, on va posséder les mêmes règles. Aujourd'hui, on est sur 2 repos différents, mais on pourra avoir les mêmes fichiers features, vu que ces exemples ils sont partagés. Parfois, on n'est pas disponible en même temps, et du coup, il y a une stack qui va faire l'exemple mapping avant l'autre, et puis du coup, on va reprendre ce qui a été fait, on va repartir de ça, on va le refaire. Peut-être qu'il y aura des questions différentes et ça amènera du coup des sujets pour refaire une US par la suite. Mais en tout cas, on partage et on échange ces mêmes scénarios. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une connaissance qui est partagée. La documentation, elle est commune au sein du projet. Ça veut dire qu'on n'a pas une documentation pour les développeurs, une documentation pour les PO, etc. On partage vraiment en fait la même doc et au moins on se comprend sur les règles qui existent. Donc comme on a dit, c'est compréhensible. Et ce qui nous paraît le plus important aussi, c'est que c'est le plus à jour possible. On ne peut pas trouver plus à jour puisque finalement on sait que si c'est dans la doc, c'est forcément implémenté. Sauf si on s'est trompé, mais dans l'idée... ça peut être que à jour par rapport à d'autres docs où il y a forcément des deltas qui peuvent se faire au fur et à mesure de temps. La maintenance, elle a amélioré, on en parlait au début là. Donc là, par exemple, à l'heure actuelle, on a à peu près 3500 règles qui sont vérifiées systématiquement. Comme on a pu le voir, hein, c'est assez unitaire. C'est vérifié à chaque nouvel incrément. C'est directement sur le poste du développeur qui peut exécuter ça et voir éventuellement des régressions. Donc, on est vraiment on peut être très réactif là-dessus.
Et au final, ce fait-là, on a moins de régression. Ce qui passe, ça peut être des défauts d'implémentation. Mais en fait, on a globalement moins de régression finalement en production ou même dans les environnements de recettes. Ce que vous pouvez constater, c'est que 3500 règles, finalement, c'est ce qui nous a été donné comme règle à peu près en 18 mois. Si quelqu'un devait faire ça à la main, si vous comptez, je sais pas, 5 minutes par règle, c'est fastidieux, c'est quasi impossible humainement, c'est trop de choses. Donc ça permet aussi à la qualification on va le voir juste après, mais de regarder des choses plus pertinentes. J'anticipe peut-être une question, mais à savoir que la plupart des anomalies qu'on détecte aujourd'hui sur l'application, ça va être soit des anomalies liées à l'UI via des écrans spécifiques, ou alors des règles qui souvent n'ont pas été spécifiées et qui ont été interprétées par les équipes de qualification. Juste, c'est pareil, on anticipe aussi potentiellement les remarques là-dessus. On pourrait se poser la question des tests qu'on fait. Est-ce que c'est des tests UI? Est-ce que c'est des tests d'interface automatisés ou non? Alors, des tests UI, non, puisque finalement, on teste du view model jusqu'à l'API moquée. Donc, on ne teste pas si le bouton est à tel endroit. Ça, en fait, on laisse la qualification tester ce genre de choses. Et au niveau des tests d'interface, c'est pareil en fait. Donc on va laisser la qualification vérifier les enchaînements d'écran. Donc globalement, nous on est assez unitaire, même si on traverse à peu près toutes les couches, on est quand même assez unitaire, comme vous l'avez pu le voir au niveau des règles, où le testeur va tester un ensemble de règles, de cohérence entre plusieurs règles. Et le dernier point, c'est au niveau des tests automatisés. Des fois, on peut avoir besoin d'un automaticien. Là, c'est pareil. On est vérifier que des enchaînements d'écran, c'est pas le but de ce qu'on fait. On peut pas détecter ce genre de choses. Surtout qu'un automaticien va travailler potentiellement avec des vraies API, des vraies données, où nous, on est sur des données moquées. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous ces pyramides-là qui sont souvent utilisées en termes de pyramides de test. Au final, auparavant, on était un petit peu comme ça, comme je disais au tout début, où finalement, en fait, on va se protéger en faisant des tests manuels qui vont coûter cher, avec un petit peu de tests unitaires pour faire plaisir. Et là, on va détecter des bugs tardivement, et globalement, logiquement, le coût va être plus important, et on va être plutôt dans une logique d'anticipation, où nous, on va aller travailler, même si on n'est pas exactement dans la partie test unitaire, on va travailler en bas, où ça coûte pas cher, où on est encore au niveau du développement. Et on va essayer de plutôt mettre de la valeur sur des tests d'acceptation, des tests plus haut niveau sur des features clés. Donc voilà, c'est toute la philosophie de ce qu'on vous partageait là. Ensuite, au niveau on a un petit peu, pas forcément en lien, mais on a mis des indicateurs d'usage également pour savoir ce qui apporte de la valeur dans l'application. Donc on parlait tout à l'heure de code mort, ou voilà, globalement, en fait, on focus sur ce qui est utilisé par les utilisateurs et on est capable à tout moment de retirer une fonctionnalité si elle est plus utilisée, ou de la faire évoluer en disant finalement on n'est pas bon, on s'est trompé dans les usages, on peut faire évoluer. Et en fait, si on n'a pas ces indicateurs-là, c'est compliqué en fait de faire ces changements-là. On préfère des fois garder le code au cas où, ou on préfère pas désactiver au cas où il y a des utilisateurs qui l'utilisent quand même. Mais finalement, ça demande aussi plus de maintenance pour tout le monde. Alors, on a encore quelques réserves. Le projet, il est relativement récent, il y a un peu plus de 18 mois. Et là, il y a quand même une question qui se pose, c'est la maintenance des tests après quelques années, sachant qu'au bout de 20 mois, on est à 3500 scénarios, sachant qu'on a déjà vécu ce problème sur les deux stacks, au bout de 9 mois de projet sur Android et à peu près au bout d'un an sur iOS, où on avait des scénarios qui faillaient de manière aléatoire. Et finalement, ça s'accentuait, plus le nombre de scénarios augmentait. Et finalement, ça, c'était dû, et sur les deux stacks, c'était dû à la gestion asynchrone et l'implémentation qu'on faisait dans les tests. Et ça, c'était quelque chose d'assez dur à travailler, parce que on s'en est rendu compte qu'une fois qu'on avait dépassé les 1000 scénarios, et ça a augmenté. Donc
un problème à gérer. Et du coup, on se pose la question, là, dans un an, à combien on sera? Peut-être 4000, 5000 scénarios. Et peut-être qu'on aura d'autres problématiques, sachant que après, il faut aussi les maintenir. On arrive dans une gestion où on passe plus de temps à les maintenir, à les faire évoluer, qu'à ajouter des nouveaux scénarios. Après, il y a une autre question, c'est la documentation qu'on génère, elle n'est pas destinée aux utilisateurs, elle est destinée à l'équipe projet, l'équipe produit, mais pas les utilisateurs finaux. Donc après, c'est peut-être pas un problème, mais c'est une question qu'on peut se poser. Et après, il y a également plein d'autres pratiques qui ont été mises en place. On a parlé d'event modeling notamment, mais il y en a plein d'autres, clean code, on fait du mob programming, etc. Alors, un petit bilan, on va parler des indicateurs qu'on a dans l'équipe. Ces indicateurs, on les partage à chaque fin de sprint en rétro. C'est très important pour nous parce que ça permet de s'approprier la dette technique à toute l'équipe projet. Et ça permet du coup de prioriser les actions directement quand on voit qu'on dégrade ces indicateurs. On ne cherche pas l'excellence en soi, on est focus sur le besoin et la valeur ajoutée. Parce que là, vous pouvez le voir sur la couverture de code, on pourrait être à 100%, mais finalement, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des tests qui sont purement techniques où on va chercher à tester une valeur qui est nulle dans une injection, ce genre de choses. C'est vraiment pas quelque chose qui nous apporte, pour nous, ça apporte rien de tester ce genre de choses. Et on est vraiment focus que sur le comportement. La couverture de code, c'est vraiment un résultat des comportements qu'on teste. Et en tout cas, si je peux vous faire passer un message, c'est très important d'inclure toute l'équipe, de sensibiliser toute l'équipe projet sensibiliser autour de la dette technique. Parce que souvent, on nous fait la remarque, c'est quand on présente ces indicateurs-là au métier, non, ça n'est pas parlant, c'est un truc de tech. Volontairement, on fait l'effort de leur partager. Et des fois, ils comprennent un petit peu mieux quand on leur dit qu'il y a une tâche à faire pour réduire les codes SMEL. C'est plus clair pour eux, parce que pour eux, ils comprennent pas que l'application, elle s'endette des fois. Eux, ils considèrent qu'ils ont payé quelque chose et voilà, dans 3 ans, ça marche pareil. Donc, c'est comme une voiture, il faut l'entretenir. Donc, au final, c'est les sensibiliser sur l'importance de gérer au quotidien, puisque, comme on l'a vu, ça impacte directement à la fin les utilisateurs. Et peut-être pour rajouter, en plus de ces indicateurs-là, au final, nous, on ne regarde pas, comme disait Pierre, on ne regarde pas l'excellence, le fait que ça soit A. Pour nous, ce n'est pas forcément pertinent, puisqu'on voyait que sur les premiers projets, on avait des fois des notes de A, alors qu'on avait 2600 codes SMEL. Limite, avoir la documentation, c'est quelque chose qui est pratiquement plus parlant. C'est-à-dire qu'un projet, s'il est capable de dire donne-moi ta documentation vivante, voilà, derrière, on sait que derrière, c'est qualitatif, puisqu'on a quelque chose on sait derrière qu'il y a énormément de choses qui sont automatisées. Donc voilà, donc on espère que vous avez appris des choses, que vous avez appris des choses en effet, et que voilà, vous avez vu du concret à travers notre petit exemple. On a essayé d'avoir un cas pratique. Et on serait ravis d'échanger avec vous sur les différences de pratiques. Et n'hésitez pas à faire vos commentaires là-dessus, à donner votre feedback aussi via l'appli. Mais en tout cas, l'idée, c'était surtout de vous montrer du concret et voilà, d'avoir vos feedbacks là-dessus, ce que vous en pensez, si vous faites des choses similaires, si ça vous intéresse. N'hésitez pas, on est preneur de toutes les remarques. Et on a un peu de temps pour les questions. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez ce genre de choses? Est-ce que vous avez déjà vu? Alors, petite question, en termes de temps d'exécution, du coup, des tests, s'ils sont lancés à chaque fois, est-ce que c'est pas handicapant ou ça prend combien de temps à peu près? Là, les 3500 scénarios, ils s'exécutent en moins d'1 minute 30. Ouais, okay. Donc il n'y a pas de problème. Okay. Après, côté Android, c'est un petit peu long par moment, le temps que ça s'enclenche. Mais après, voilà, après, ça dépend aussi des machines.
Je sais que j'avais commencé au début avec un Windows, c'était un peu long. Après, tu as raison, c'est un sujet où on s'est posé la question, c'est le nombre de tests, la maintenance, le temps, etc. Et même au niveau de ce qu'on disait au niveau des pipelines, c'était s'il y a un test sur les 3500 qui échoue, c'est no-go. Donc au final, de temps en temps, avec des histoires de parallélisation, on avait des surprises. Et comme disait Pierre, donc ça fait que sur 3500, on doit être vraiment parfait. Donc, et ça demande aussi du temps d'exécution. Mais pour l'instant, c'est acceptable. Après, comme on disait, ça apporte pas mal de bienfaits. Donc, on est plutôt partant. Peut-être que si après ça prend 10 minutes, on se peut poser des questions. Mais On utilisait auparavant d'autres clips pour le tester l'UI. Et là, par contre, c'était catastrophique, les perfs. Et c'est la raison pour laquelle on ne le fait plus. Ok, merci. Ouais, merci pour le talk. Je me demandais comment vous organisiez avec vos automaticiens et vos QA. Est-ce qu'ils sont dans l'équipe ou pas? Et par extension, est-ce que du coup ça crée pas des problématiques parfois de gouvernance sur les tests UI, des scénarios critiques de l'appli? Et est-ce que des fois vous n'avez pas eu envie de réinternaliser justement certains juste scénarios critiques de l'appli dans l'app? Alors, il faut savoir que l'équipe, aujourd'hui, elle est organisée en 2 squads. La QA est intégrée du coup dans l'équipe. Et les automaticiens, un peu moins, mais en tout cas, il n'y a pas de sujet parce que on teste 2 choses différentes. Nous, on teste vraiment un comportement et unitairement, dans le sens où on ne va pas chaîner les actions. Il n'y a qu'une action utilisateur. Et du coup, c'est l'input d'entrée, l'état d'entrée qui sera différent. Si on va avoir le chaînement de plusieurs actions, finalement, c'est juste l'entrée en disant auparavant, j'ai fait telle chose et je suis dans tel état. Et du coup, il n'y a pas vraiment de sujet. Les automaticiens, eux, ils définissent la QA définit les parcours clés et les tests, du coup, dans leur. C'est vraiment des tests d'intégration parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a aucune donnée moquée. Ouais, pour compléter, par contre, la problématique qu'on a eue, c'était simplement ensuite on vérifie avec la qualification chaque nouvelle fonctionnalité, on vérifie que ça respecte bien les critères d'acceptance. Et là, on avait des problématiques au début avec la mise en place de ce genre de pratique-là, où finalement, il y avait des fois ils n'avaient pas forcément confiance en ce qui était fait là. Ils considéraient que voilà, c'est un truc des devs qui font. Et c'est là d'où l'importance de les sensibiliser sur le fait il y a déjà pas mal de choses qui sont automatisées, peut-être pas les retester en séance. Donc, dans les séances de pair test, j'ai essayé un peu de jouer là-dessus. Mais là, on était quand même dans une phase où on refait quand même les choses parce que voilà, il y a une histoire de confiance à faire par rapport à toutes ces pratiques-là. On a moins de soucis en production. Voilà, il y a une confiance qui se fait et après, on est un petit peu plus léger. Mais on est parti d'un ancien système où on testait vraiment tout. Où on était limite à vérifier ce que faisait le développeur, s'il avait bien fait, pas faire confiance. Et on essaye un peu de travailler plus en équipe. C'est ça, historiquement, on avait parfois 3-4 semaines de recettes. Aujourd'hui, justement, on a plus de confiance de la part de la QA. Donc, en pair test, on ne reteste pas ce qu'on a automatisé. Et du coup, les phases de recettes sont aussi plus courtes. J'ai une question par rapport à l'organisation du Tres Amigos. Est-ce qu'il y a un seul développeur qui vient au Tres Amigos ou est-ce que vous êtes obligé d'en avoir plusieurs? Et s'il ne vient pas, est-ce que c'est pas lui qui dev à la fin? Comment vous gérez ça? Alors, généralement, on préconise. Donc, des fois, par rapport à ce que tu dis, des fois, on dit on ferait bien le Tres Amigos en avance, etc. Le but, c'est que globalement, juste après le Tres Amigos, on enchaîne avec le développement. Dans la foulée, le développeur, il peut commencer à développer. Donc, notre logique serait que c'est plutôt le développeur qui est concerné qui le fait, parce que sinon, il y a la frustration de dire non, mais là, je prends les choses, mais en fait, j'avais des questions, c'était pas clair. Donc, on met plutôt le développeur. Par contre, la problématique qu'on a avec les 2 stacks,
c'est que de temps en temps, les équipes avancent pas au même même rythme. Et de ce fait-là, il arrive par moment qu'il y ait le 3A qui soit fait côté iOS. Ce qu'on préconise, c'est quand même que le développeur Android refasse le truc pour dire qu'on lui dise pas vas-y, c'est écrit, débrouille-toi, que s'il y a des questions, il peut en poser des questions. Il y a plein de problématiques avec 2 stacks en parallèle, parce que forcément, si lui il dit ouais, non, mais moi je pense qu'il faudrait faire ça, c'est trop tard. Côté iOS, c'est déjà en cours. Donc au final, on est quand même obligé de se figer pour être cohérent entre les deux stacks. Je sais que j'ai répondu. Ouais. Et du coup, parfois, ça amène des nouvelles US, le fait d'avoir eu un 3 amigos en décalé. Ok, et du coup, vous m'avez fait penser à une autre question. Alors, la première question que j'avais, c'était au niveau de votre rythme de release. Est-ce que ça vous permet déjà d'automatiser le fait d'arriver sur le store et à quel rythme vous avez ça? Et la deuxième question auquel vous m'avez fait penser, c'est est-ce que vous avez des moyens plus de vérifier si le nombre de tests est équivalent sur les 2 plateformes? Est-ce que vous vérifiez que vous avez le même coverage ou des choses comme ça? Alors, aujourd'hui, on arrive à livrer toutes les 6 semaines sur le store. Alors, pour ça, c'est une belle performance parce qu'on part d'un historique compliqué. Et après, la deuxième question, c'était... Juste s'il y a des Ah oui. vérifications. Alors, on vérifie pas ça on pourrait le faire. On pourrait même partager les scénarios, mais normalement, en principe, oui. On a les mêmes, mais on ne le fait pas, on vérifie pas. Il y a quand même une constante qui est faite, sachant que dans les 2 squads, c'est pas une squad Android, une squad iOS. Les squads sont partagés avec la moitié de dev Android, la moitié de dev iOS. Et donc, chacun travaille sur les mêmes sujets. Et en termes de collaboration, ce qui est dans la théorie, c'est ce qu'on aimerait, c'est que finalement, il y ait vraiment un binôme qui se dégage Android, iOS. On travaille sur le même besoin, on a les mêmes inputs. Donc, on devrait, franchement, quand on regarde le code, même moi qui n'ai jamais fait d'iOS, ça me parle en fait, parce qu'au final, c'est vraiment très très fin. Donc, idéalement, on aimerait une collaboration limite en pair prog entre les deux devs. Donc là, ça dépend des devs, de leur expérience. Il y en a qui aiment bien travailler dans leur coin, il y en a qui n'aiment pas travailler avec notre stack. En tout cas, l'idée, c'est que beaucoup, ce qu'on préconise, nous, c'est super intéressant quand on travaille vraiment sur la même fonctionnalité en termes de « Ah, tiens, tu as pensé à telle chose ». Là, on est vraiment dans les bénéfices du pair prog et souvent, on se complète. Et on peut vraiment se suivre quand on travaille sur les mêmes choses. J'irais même plus loin, c'est que limite, ce serait bien que ce soit le même dev qui fasse sur les 2 plateformes. Malheureusement, il y a des personnes qui sont allergiques à l'autre stack et c'est des sujets qui sont assez compliqués. Et pareil, avoir des binômes, c'est quelque chose de compliqué parce que il y a des features, parfois elles vont plus vite sur iOS, parfois elles vont plus vite sur Android. Et du coup, on n'arrive pas à être synchrone. Même si dans la globalité, au final, les features arrivent globalement en même temps. Et j'en profite de manière générale par rapport à ta question, mais simplement, moi j'étais un développeur web, et au final, le fait de faire ces pratiques-là, moi ça me faisait peur le mobile, je ne connaissais pas, et au final, j'ai appris très rapidement, et en fait, dans cette logique-là, j'ai pu tirer une carte en 1 semaine. Dès le premier sprint, j'avais déjà tiré une carte. J'ai fait un peu par mimétisme au début pour apprendre Kotlin, etc. Mais ça ne m'a pas posé de problème, et au final, revoir le code d'autres développeurs qui sont plus expérimentés dans ce langage-là, en fait, ça m'aide parce qu'en fait, souvent, je regarde un peu la doc, je regarde la phrase derrière et par exemple, sur tout ce qui est gestion de biométrie, moi, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. J'étais derrière les phrases et comme on a mis des trucs vraiment compréhensibles, moi, derrière, il disait quand je fais ça, j'ai tel access token qui est plus valide. Et voilà, derrière, j'allais voir en fait derrière ce qui était fait. Donc, ça aide aussi pour les nouveaux développeurs. Donc, j'en ai fait l'expérience là-dessus. Merci. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous propose encore de les applaudir parce que c'était une belle conf.